Cette année encore, les entreprises de moins de 5000 salariés ont continué de se développer et d'innover malgré un contexte économique fragile. Et même si près de 60% d'entre elles font de l'export, elles restent optimistes devant les crises internationales et sociétales. Chaque semaine, dans l'émission Le Défi ETI, BFM Business partage les recettes de ces sociétés pour se développer et aider les PME à grandir pour devenir de nouvelles ETI. Ce soir, BFM Business, avec la Banque Palatine, récompense ces entreprises qui jouent un rôle clé dans le tissu économique français. Depuis le studio Gabriel à Paris, les grands prix BFM Business des ETI, présentés par David Delos. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Merci d'être avec nous, merci d'être avec nous ce soir pour cette émission très spéciale en direct du studio Gabriel à Paris. Ça y est, nous y sommes, c'est le grand jour des grands prix BFM Business des ETI. Tout au long de la saison, nous sommes allés à la rencontre de ces entreprises de taille intermédiaire dont les parcours nous ont surpris, souvent impressionnés parfois, des ETI que nous allons distinguer ce soir. Et quand je dis nous, je parle du jury de ces grands prix, un jury composé de personnalités de la Banque Palatine, partenaire historique de l'émission. BFM Business était également représenté. Et puis dans ce jury, il y a également deux hommes, d'éminents membres du jury que je vais accueillir maintenant, Hervé Novelli et Alexandre Montet, qui vont me rejoindre sur scène. Bonsoir Hervé Novelli, bonsoir Alexandre Montet. Hervé Novelli, le père des ETI, celui qui a fait inscrire la définition des entreprises de taille intermédiaire dans la loi. Et puis Alexandre Montet, délégué général du METI, le mouvement des entreprises de taille intermédiaire. C'est le mouvement qui fédère les ETI depuis près de 25 ans. Absolument. Maintenant. Avant même la création de la catégorie ETI. Avant même la création de la catégorie. Cette soirée va nous permettre de désigner les lauréats de 5 grands prix. Hervé Novelli et Alexandre Montet vont m'aider à présenter les nommés, à expliquer comment nous les avons départagés et à quoi correspondent les catégories. Je vous invite, messieurs, à rejoindre vos places à votre pupitre. Et on va commencer tout de suite avec la toute première catégorie, celle qui va vous prouver que nos entrepreneurs voient grand, en tout cas largement en dehors des frontières de l'Hexagone. Et il s'agit donc du Grand Prix international. Hervé Novelli, quel profil ce Grand Prix est-il censé récompenser? D'abord, permettez-moi de donner un petit clin d'œil amical à Fabrice Lundy qui officiait avec nous l'année dernière. Alors, l'international, c'est l'ADN des ETI. 3 entreprises sur 4 ETI, entreprises de taille intermédiaire, exportent ou gèrent 12 000 filiales à l'étranger. C'est dire que ces entreprises, on a coutume de dire, elles sont suffisamment grandes pour exporter ou pour créer des filiales à l'étranger et suffisamment petites, on le verra après, pour pouvoir continuer d'innover. Donc c'est la catégorie qu'il fallait mettre en exergue et je suis très heureux de pouvoir le faire avec vous. Pour remettre ce Grand Prix international, j'appelle avec nous sur scène Frédéric Mion. Frédéric Mion. Bonsoir. Frédéric Mion, c'est le directeur, je vous en prie. Frédéric Mion, c'est le directeur général de l'Institut d'études politiques de Paris, plus connu sous le nom de Sciences Po. L'entreprise, aujourd'hui, les ETI, l'international, un enjeu majeur. Vous êtes d'accord avec ce point? C'est un enjeu absolument central. Je salue les membres du jury et l'ensemble des participants à cette soirée. Un enjeu central pour l'économie française. Comme l'a rappelé Monsieur Novelli, les ETI sont très présentes à l'international. 3/4 d'entre elles exportent. Elles représentent 30% de l'ensemble des exportations réalisées par la France. Et on constate que les ETI qui sont présentes hors de notre pays sont aussi les plus dynamiques, celles qui créent le plus d'emplois et les plus productives. Et pour vous particulièrement, c'est également un enjeu parce qu'il vous faut former, vous, les élites qui vont diriger ces entreprises de taille intermédiaire. L'ouverture internationale est absolument clé pour une institution comme la mienne. Sciences Po a connu une très très forte internationalisation au cours des 20 dernières années. Nous comptions
de l'ordre de 18% d'étudiants internationaux il y a seulement 10 ou 15 ans. Nous en avons aujourd'hui près de 50% qui nous viennent de 150 pays. Donc nous formons chaque année des jeunes femmes, des jeunes gens qui sont parfaitement conformés pour occuper des responsabilités dans des entreprises qui se projettent hors du territoire national. Alors, Alexandre Montet, on va lever un premier suspense. Comme pour chaque catégorie, je l'ai dit, 2 candidats en lice pour ce Grand Prix. Présentez-nous les 2 nommés. Absolument, David. La première entreprise, très belle ETI, fondée en 1966, ETI familiale, Manutan, spécialisée dans l'e-commerce B2B, 17 filiales en Europe. Elle se bat aujourd'hui contre des géants. Et la seconde entreprise, Safik Alcan, sa spécialité, c'est la chimie de spécialité. Elle est présente dans 50 pays sur des savoir-faire techniques exclusifs. Allez, roulement de tambour, Frédéric Mion, c'est l'heure d'ouvrir l'enveloppe et de nous dévoiler le nom du lauréat. Le prix international est attribué à Manutan. Manutan remporte donc le Grand Prix de la meilleure ETI à l'international. Présentation de l'entreprise et on se retrouve juste après avec ses dirigeants. À la fin des années 60, Manutan invente un concept inédit, vendre du matériel de manutention par catalogue. 50 ans et 3 générations plus tard, Manutan est devenu un leader du matériel de bureau pour les entreprises et les collectivités. Xavier Guichard est le directeur général du groupe. On va aider les entreprises à s'équiper. Sur tout ce qui n'est pas de leur cœur de métier. Donc ça va d'une chaise de bureau, un bureau, un rayonnage pour l'entrepôt, tout type de produits un petit peu annexes à l'activité de l'entreprise et qui malgré tout, s'ils ne sont pas là, l'entreprise elle s'arrête de travailler. Dès le début des années 70, Manutan s'est tourné vers l'international. Le groupe exporte aujourd'hui 40% de son chiffre d'affaires en Europe, un chiffre d'affaires de plus de 770 millions d'euros en hausse, dans un marché plutôt atone. On augmente notre largeur d'offres tous les ans de façon vraiment substantielle. L'année dernière, c'est plus de 150 000 nouveaux produits disponibles. Deuxièmement, je pense que c'est une vraie expertise digitale qui est au cœur de notre stratégie et qui représente aujourd'hui plus de 50% de nos ventes et qui tire clairement de notre croissance. Et enfin, l'expertise client B2B. Avec une vraie connaissance des attentes des entreprises et des collectivités en Europe. Bienvenue chez Manutan, je suis Damien Jean. Et pour recevoir le prix au nom de Manutan, j'accueille sur scène Xavier Guichard, le directeur général du groupe, et Pierre-Olivier Brial, directeur général délégué de Manutan. Venez avec nous, messieurs. Je vous en prie. Félicitations. Bravo. Venez en face de moi. Xavier Guichard, on vous a vu vous exprimer dans ce petit reportage. L'international, une évidence dans la stratégie de Manutan, dès le départ? En tout cas, ça fait partie de notre ADN. Hein. Comme je disais dans la vidéo, c'est depuis le début des années 70, c'est dans le modèle de Manutan. Donc très tôt, alors que Manutan n'était qu'une petite entreprise familiale. Et je dirais qu'aujourd'hui, ça fait totalement partie de notre stratégie, notre ADN et de notre levier de développement. Hervé Novelli le disait tout à l'heure, Pierre-Olivier Brial, être une ETI, c'est un avantage ou un inconvénient pour se développer à l'international? Une ETI, c'est clairement d'abord c'est un avantage, c'est presque un prérequis parce qu'on voit que beaucoup de PME qui deviennent ETI passent par l'international. Ce qui est fondamental parce qu'aujourd'hui, les 2/3 des emplois créés par les PME qui deviennent ETI se font parce qu'elles partent à l'international. Et c'est un avantage parce que l'ETI est souvent un modèle qui est très entrepreneurial. Et donc, on trouve souvent des collaborateurs qui ont très envie de partir développer l'ETI à l'international. Ça s'adresse aux patrons de Sciences Po, ça. Hein. On cherche des jeunes talents. Quelles sont les options que vous voulez prendre dans les mois, les années qui viennent pour vous développer un peu plus encore? Une des options, un des moteurs, c'est les acquisitions, puisque on a un modèle de croissance avec des cibles identifiées? Non, pas aujourd'hui, mais on en a effectué une il n'y a pas si longtemps, il y a à peine 3-4 mois l'été dernier aux Pays-Bas. Voilà, donc on continue à mailler le territoire principalement en Europe. Pour l'instant, on ne souhaite pas sortir de l'Europe. On pense qu'il y a un énorme potentiel en Europe. Donc on creuse notre sillon en Europe, que ce soit en organique ou via les acquisitions. Pierre-Olivier Brial, l'environnement économique, les tensions commerciales, etc., ça vous fait peur ou pas?
Ça nous fait peur, c'est un sujet de préoccupation. Après, nous, on a la chance, Manutan, d'être un acteur du digital. Et aujourd'hui, il y a quand même un basculement des comportements en B2B en faveur du digital. Et donc, on a encore beaucoup de possibilités de croître, parce qu'aussi le marché européen, encore un marché qui est très déconcentré. Et donc, si on prend les comportements plus la possibilité de concentrer le secteur, au final, on n'est pas très inquiet. Mais les ETI sont rarement inquiets. Concernés, mais pas forcément inquiets. Concernés. Alors, qu'est-ce qui aujourd'hui vous donne l'impression qu'il y a des freins à votre développement? Quels sont les points de cristallisation que vous avez identifiés? Alors, on a un champ concurrentiel qui évolue quand même fortement, avec l'arrivée sur le territoire du B2B d'acteurs comme Amazon, pour pas les citer. Pour autant, ça nous stimule et ça nous motive. Donc c'est un vrai challenge, voilà. Et après il y a évidemment l'environnement économique, le Brexit, voilà, ce genre de choses qui font que on est concerné et motivé et moteur pour se développer sur notre marché. Ce qui veut dire que les difficultés vous motivent plus qu'elles ne vous inquiètent, c'est ça? Ah bah oui. Sinon on serait pas là. Bon, faut pas diriger une boîte sinon. Non, mais je dirais qu'aussi nous on a besoin de jeunes. Parce que ce qui peut être un frein à notre croissance, c'est d'attirer des talents. Parce que les ETI sont les premiers créateurs d'emplois, 325 000 emplois nets, et qu'on voit pas mal d'ETI qui sont aujourd'hui bloqués dans leur développement, faute de recrutement. Et donc on a besoin de jeunes qui se motivent et viennent dans les ETI, parce que c'est là qu'on fait quand même les plus belles carrières. Frédéric Muon, un mot de félicitations peut-être? Un mot très chaleureux, je suis très impressionné par la réussite que vous venez de décrire en quelques mots. Je comprends tout le travail qui sous-tend cette réussite et j'en suis très admiratif. Je pense que je pourrais parler à quelques-uns de mes diplômés de ce que vous faites. Avec plaisir. Ça sent l'échange de cartes. Merci beaucoup. Ce prix, vous n'allez pas repartir les mains vides. Il va être concrétisé par un véritable prix qu'on va vous remettre à l'instant. Le voici, ce prix que Frédéric Muon va vous remettre en main propre. Manutan, lauréat du Grand Prix BFM Business des ETI internationales. Merci messieurs. Je vous invite à rejoindre les coulisses. Merci beaucoup. Deuxième catégorie que nous allons aborder maintenant, on va célébrer la continuité générationnelle au sein des entreprises. Car oui, c'est une des caractéristiques des entreprises de taille intermédiaire. Une grosse proportion d'entre elles se transmettent de génération en génération. Alexandre Montet, on peut dire que c'est un gage de stabilité? Absolument. Les ETI sont pour 3/4 d'entre elles des entreprises familiales. C'est ce qui leur assure la capacité de construire, de voir loin et d'être des bâtisseurs de long terme. Nombreuses ETI sont centenaires, voire pluricentenaires. Et il faut à peu près 21 ans pour qu'une ETI passe de la PME, pour que la PME passe au stade d'ETI. On voit bien que la continuité et la pérennité familiale est un enjeu assez majeur. Alors vous avez parlé d'entreprises multicentenaires. Ça tombe bien, je vais appeler Emmanuel Viellard à nous rejoindre sur scène. C'est lui qui va remettre ce Grand Prix catégorie familiale. Bonsoir Emmanuel Viellard, je vous en prie. Bonsoir Emmanuel Viellard, merci beaucoup d'être avec nous. Alors vous êtes le directeur général de l'ISI, c'est un groupe spécialisé dans la fabrication de fixations, de composants d'assemblage pour l'aéronautique, l'automobile notamment. Mais si vous êtes ici, c'est en tant que membre du club des Énochiens. C'est quoi le club des Énochiens? Alors, les Énochiens, donc ça fait référence à Enoch que tout le monde connaît bien entendu, le père des patriarches. Donc il a vécu 365 ans. Donc voilà, c'est un symbole qui a été choisi pour représenter ce club effectivement un peu fermé où il faut être bicentenaire et dans la même famille où la famille est toujours opérante et a un rôle à jouer. Donc une société familiale et à la fois très ancienne. Alors, question volontairement provocatrice. Est-ce que la famille, c'est pas un modèle économique un peu dépassé? Pas du tout. La famille, c'est toujours du sport, c'est toujours effectivement une aventure. Il y a
une aventure familiale, une aventure entrepreneuriale qui se mélange, donc ça crée des passions. Mais c'est encore plus beau si ça réussit, bien entendu. Et les passions se décrispent tant que la société marche bien. Donc voilà, il faut savoir privilégier la société avant de privilégier la famille. Mais ça peut fonctionner, et j'en suis l'exemple. J'espère. Quelles sont les principales difficultés que rencontrent les ETI familiales? Et là, je pense surtout à la transmission des entreprises. Oui, absolument. C'est le point important, la transmission, mais aussi la gouvernance, parce que pour transmettre, il faut transmettre quelque chose en bon état. Donc, il faut pouvoir être un passeur de témoins et en même temps développer. Donc, il y a la vision long terme dont Alexandre Montet a parlé tout à l'heure. Il y a cette volonté de développement, cette volonté d'aller de l'avant. Donc, je ne crois pas que le modèle familial soit dépassé. Non, pas du tout. Je vous ai vexé, hein. Non. J'en suis navré. Hervé Novelli, quels sont les deux nommés dans cette catégorie ETI familiale? Alors, il y a l'entreprise Guyadère qui fabrique, qui a commencé il y a longtemps par une petite charcuterie en Bretagne et qui s'est orientée ensuite vers les produits de la mer. Très belle entreprise et on voit le lien fort entre le territoire et l'ETI familiale. Cette entreprise est restée en Bretagne. On est fiers des racines bretonnes. La fille de l'actuel président se prénomme Marianne, c'est tout dire. Et il y a de l'autre côté l'entreprise Sottise qui fabrique et commercialise des produits de beauté, qui n'a pas vu ses produits dans les spas ou les lieux où l'on vient faire un stage réparateur, comme on dit. Donc, ces deux entreprises sont superbes. Le jury, je ne veux rien trahir, mais le jury a eu du mal à les départager. Énormément de mal à les départager. Alors, ne faisons pas durer le suspense, Emmanuel Viellard. Est-ce que vous pouvez nous dire quel nom se trouve dans votre enveloppe? Et ça va être un grand honneur pour moi. Il fait durer le suspense. Le prix ETI familial est attribué à Guyadère. Guyadère est donc lauréat de ce Grand Prix ETI familial. Un traiteur dont l'ancrage, vous l'avez rappelé, Hervé Novelli, est en Bretagne depuis 1930. Une histoire qu'on va découvrir tout de suite et on se retrouve juste après. En 1930, Yves Guyadère ouvre un atelier de salaison en Bretagne. 4 générations plus tard, la petite charcuterie est devenue une ETI de plus de 500 salariés. Guyadère Gastronomie concocte toujours pâtés et rillettes, mais aussi poissons fumés, cakes salés, produits végétaux, fabriqués sur ses 6 sites de production. Sylvain Barraud est le responsable de l'innovation. La force de Guyadère aujourd'hui, c'est de faire des produits comme fait à la maison, avec, dans le cadre d'un cake, des œufs, du lait frais, de la farine, de l'emmental râpé, des olives et du jambon, exactement comme on pourrait faire à la maison. La marque compte aujourd'hui plus de 1000 références et met régulièrement au point de nouvelles recettes. Tous les ans, on développe des nouveaux produits et on les met en place sur le marché. Par exemple, cette année, on a développé des petits sablés apéritifs pour accompagner nos rillettes. Donc on peut facilement tartiner nos rillettes de Saint-Jacques sur un petit sablé et ça amène du croustillant et de la gourmandise. Guyadère Gastronomie affiche environ 80 millions de chiffres d'affaires dont elle exporte 10% à l'international, notamment en Allemagne et en Autriche. Et pour recevoir ce prix au nom de l'entreprise Guyadère, nous accueillons Christian Guyadère, le petit-fils du fondateur de l'entreprise. Christian Guyadère qui n'est pas venu tout seul, puisque la fameuse Marianne évoquée par Hervé Novelli, et là c'est la fille de Christian Guyadère. Première réaction, quel est votre sentiment au moment de recevoir ce prix? Il y a une fierté, mais avant je vois aussi, je suis un peu gêné parce que vous avez dit que ça a été difficile et c'est vrai que j'avais trouvé que l'entreprise concurrente était excellente également. Donc voilà, j'ai une petite pensée pour eux quand même en recevant ce prix. C'était effectivement, on peut l'applaudir. Et c'était donc important de venir avec votre fille. Oui, tout à fait, parce que on l'a dit. Alors, on n'a pas 200 ans, je m'en excuse. On fêtera l'année prochaine. Ça va venir. 90 ans. Moi, j'ai décidé à 13 ans de reprendre cette entreprise, donc donc ça me touche évidemment d'être ce soir devant vous.
Hein, et je crois qu'effectivement, c'est quelque chose qu'on a dans les gènes, tout simplement. Hein, et je suis très heureux, effectivement, d'être accompagné de ma fille aujourd'hui, parce que ça n'a pas toujours été évident de lui expliquer que, voilà, reprendre une entreprise familiale, c'était un beau projet. Et donc, je suis très heureux d'être là ce soir. Marianne, vous l'avez compris que c'est un beau projet aujourd'hui? Ah bah oui, on en Vous êtes convaincu? Oui, j'en suis convaincue. On a beaucoup échangé sur le sujet. C'est vrai que c'est un sujet passionnant, à la fois transmettre pour le parent une entreprise, mais aussi l'enfant pour se projeter et avoir aussi une vraie vision stratégique de ce qu'on souhaite faire aussi dans l'entreprise dans les années à venir. Et c'est vrai que Guyadère, donc aujourd'hui je suis la 4e génération, c'est un vrai projet familial et j'ai toujours été élevée en étant dans l'entreprise. Je peux vous poser la question de savoir, parce que votre père paraît assez ému justement d'être ici sur cette scène, quelles valeurs vous a-t-il transmises? Alors, je pense que d'un point de vue professionnel, il m'a transmis une valeur qui est importante, qui est la passion. Vous en parliez tout à l'heure. Et c'est vrai que je crois qu'on est assez passionné dans ce qu'on fait. Et il faut l'être aujourd'hui dans des entreprises telles que les ETI. C'est une première valeur. Également, un amour du territoire. On est breton et je crois qu'on est assez fiers de l'être. Et ça, c'est des choses et des valeurs qui sont importantes pour nous. Et une dernière valeur qui serait, je pense, le respect de ce qu'on fait et de pouvoir se regarder dans la glace, c'est-à-dire d'avoir des projets qui nous tiennent à cœur et de savoir les défendre en respectant ce qu'on est également. Emmanuel Viellard, un mot peut-être pour le lauréat dans cette catégorie ETI familiale? Non, je vous dis tout simplement bravo parce que ce que vous faites, c'est très bien, une très belle histoire de croissance. Il faut continuer. Marianne, bon courage pour la suite. Et puis très heureux en tant que Belfortin remettre un prix à des Bretons. C'est un beau symbole. C'est un beau symbole de l'aménagement du territoire et ce que c'est que notre beau pays. Alors ça va être au-delà du symbole puisque vous allez remettre ce prix en main propre à Christian ou à Marianne. Donc ce sera à eux de le voici ce prix. Il va venir pour récompenser donc un parcours remarquable et pour distinguer la meilleure ETI familiale. On le remet à Christian. Merci beaucoup. Merci à tout le monde. Merci à vous tous. Bon vent. Vous comprendrez pourquoi je vous dis ça. Ensuite, je le dis quand même, je suis un petit peu marin puisque je trouve que j'ai fait une course de bateau il n'y a pas longtemps. Voilà, et c'est un petit joke entre nous. C'était pour le clin d'œil. Merci, je vous invite à rejoindre les coulisses. Merci à vous. Tout au long de l'année, nous avons rencontré des patrons passionnés, la preuve, impliqués, et parfois nous avons été particulièrement impressionnés, voire même touchés. D'où ce prix un peu spécial, il arrive tout de suite. Et c'est donc un prix coup de cœur que nous allons attribuer maintenant, et c'est Christine Jacquelin qui va le remettre. Elle va nous rejoindre sur ce plateau. Christine Jacquelin, la directrice générale de la Banque Palatine, partenaire de Défi ETI. Merci d'être avec nous, Christine. Bonsoir, bienvenue David. Sur cette scène. Un prix spécial, et ce prix spécial, il vous tenait particulièrement à cœur. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi? Alors, nous avons souhaité innover cette année avec le jury pour la 2e édition, parce qu'on s'est dit qu'avant de devenir une ETI, il faut une PME, et que nous devions récompenser une entreprise qui rapidement était devenue, d'une PME était devenue une ETI, et qui est aujourd'hui un très beau succès. Et qui est ce coup de cœur du jury? L'entreprise s'appelle? Alors l'entreprise s'appelle Alzapan. C'est une entreprise qui est basée en Alsace, à Vasselonne très exactement, et qui fabrique des meubles en kit pour un certain nombre de grandes enseignes de la distribution. Alors justement, je vous propose d'écouter le récit de l'histoire d'Alzapan. C'est en 1972 qu'Alzapan voit le jour dans le Bas-Rhin. Depuis, rien n'arrête sa croissance. Initialement spécialisé dans la fabrication de meubles en kit, le groupe s'est diversifié avec des lignes dédiées à la production de plans de travail ou de parquets flottants, dont Alzapan est d'ailleurs le dernier fabricant en France.
Le groupe produit aujourd'hui 6 millions de meubles en kit chaque année et compte près de 900 collaborateurs. Ses clients, les géants de la distribution comme Ikea, Leroy Merlin ou Conforama, mais pas seulement. Le TI réalise en effet plus de 30% de son chiffre d'affaires à l'international, en Europe, en Chine et aux États-Unis. Son objectif, faire entrer un meuble ou un sol alsapan dans chaque foyer européen d'ici à 2022. Et c'est Cécile Cantrel qui dirige Alsapan. Malheureusement, elle n'a pas pu nous rejoindre. Grève des trains oblige, quelque part. En revanche, elle est bien avec nous. La magie de la technologie fait que nous sommes en liaison avec elle depuis les installations de Alsapan en Alsace. Bonsoir Cécile Cantrel. Bonsoir David. Vous nous entendez bien? Je vous entends très bien. Merci d'avoir fait l'effort quand même d'être parmi nous d'une certaine façon. Alors je parlais tout à l'heure d'ambition. Vous voulez que d'ici à 2022, chaque foyer européen possède au moins un produit estampillé Alsapan. Vous en êtes où de cet objectif ? Alors, Alsapan fabrique dans ses 6 usines effectivement des produits d'aménagement d'intérieur, plan de travail, revêtement de sol, meubles en kit. Et aujourd'hui, où est-ce qu'on en est ? Alsapan évolue à contre-courant en fait d'un marché difficile qui connaît une forte baisse des volumes fabriqués en France ces 15 dernières années. Malgré cela, Alsapan parvient à obtenir de bons résultats grâce, je pense, à un investissement constant dans son outil de production, grâce à l'innovation et grâce à une gestion raisonnée des ressources de la planète et de chaque sou gagné. Alors justement, c'est un point que vous vouliez souligner. Vous avez une approche de développement durable, là encore, très ambitieuse. Avec quel objectif dans ce domaine ? Alors en fait, effectivement, on a des objectifs assez ambitieux. L'idée, c'est de faire évoluer nos produits pour l'épanouissement de nos clients ou des utilisateurs de nos produits, mais tout ça en étant le plus neutre possible pour la planète. Comme par exemple, être en 2030, ça c'est un autre objectif, être neutre au niveau de la consommation électrique, par exemple. Donc on a tout un programme dans ce sens. Mais si vous permettez, David... Je vous permets. Je suis un peu émue, mais je voulais vous prendre le temps aussi de vous remercier pour l'éclairage, la lumière que vous faites sur les ETI, non seulement ce soir, mais toute l'année. Je remercie BSM Business et ses partenaires. Je remercie également les membres de mon entourage professionnel et familial pour leur confiance. Voilà, je voulais ne pas passer à côté de ces remerciements. Voilà. Christine Jacquelin, un mot peut-être à Cécile Cantrel. Je sais que vraiment ce prix, pour vous, il est très important. Il est très important à un double titre. Le premier, c'est parce que c'est une entreprise qui est basée en Alsace. J'ai exercé pendant 4 ans dans cette région attachante et c'est probablement un de mes plus beaux souvenirs professionnels et personnels. Et la deuxième raison, c'est que nous avons une très belle ETI dirigée par une femme extrêmement dynamique et qui a fait changer Alsapan de dimension. Et donc, je suis très fière de récompenser ce soir une femme. C'est un prix spécial du jury. Je vais donc m'adresser à 2 membres du jury. Elle a fait l'unanimité, cette entreprise. Oui. Hervé Novelli. Mais ça n'a pas duré longtemps. Tout le monde était d'accord. Et puis l'argument d'une entrepreneuse qui change la dimension de l'entreprise a vraiment emporté l'adhésion. Alexandre Montet. Le cœur battait la chamade, absolument. Non, c'est une entreprise qui se base sur un marché qui est extrêmement compliqué, qui est basé dans les territoires et qui a une croissance. Et surtout, ce que j'entendais tout de suite, ce qui est très intéressant, c'est l'ambition. L'ambition de croître, l'ambition de se développer, et c'est extrêmement important. Les ETI sont porteurs d'une vision et d'une ambition extrêmement forte de conquête. Cécile Cantrel, est-ce que ce prix, vous allez le valoriser ? Qu'est-ce que vous allez en faire ? Alors, tout ce que vous avez dit, c'est très gentil, tous ces mots, mais je voulais juste souligner que Alsapan n'est pas l'œuvre d'une seule personne ou d'une seule famille. Ce qui nous porte depuis 1972 et qui continuera longtemps, je l'espère, à porter à Alsapan,
c'est l'engagement des hommes et des femmes qui la composent. Je souhaiterais donc dédier ce merveilleux coup de cœur à l'ensemble des salariés de l'entreprise. Alors, on vous le garde au chaud, hein, ce prix. On le met de côté. On viendra vous le remettre ou vous viendrez le chercher. En tout cas, bravo. Avec et grand merci. plaisir. Merci. Et continuer à mettre à l'honneur les produits fabriqués dans nos territoires, qu'ils soient alsaciens. Merci Christine Taclin. Je vous invite à rejoindre les coulisses. Allez, on va passer à la prochaine catégorie que nous allons récompenser avec un mot d'ordre, nouveauté, encore nouveauté, toujours nouveauté. Et l'innovation, et donc la recherche, le développement, le dépôt de brevets, Hervé Novelli, on peut vraiment parler d'un des nerfs de la guerre pour les ETI. Oui, tout à l'heure, je parlais de l'international. On pourrait aussi bien parler de l'innovation comme les deux parties fondamentales et principales du développement des ETI. 3 entreprises ETI sur 5 ont innové l'année dernière, c'est-à-dire qu'elles ont soit déposé un brevet, soit augmenté les dépenses de recherche ou de développement, soit mis sur le marché un nouveau produit. C'est dire qu'elles sont, comme je le disais tout à l'heure, suffisamment petites pour innover, agiles, pour pouvoir continuer à conserver cet esprit d'innovation et suffisamment puissantes pour se projeter à l'extérieur. C'est ça qui caractérise les ETI et ce prix innovation, il est tout naturel qu'on le décerne ici. C'est Kim Younes Charbit, directrice générale de BFM Business, qui a entre ses mains l'enveloppe du vainqueur et elle va nous rejoindre tout de suite sur scène. On l'applaudit. Bonsoir Kim. Bonsoir à tous. Kim Younes Charbit est donc la directrice générale de BFM Business et donc ma patronne. Je vous demanderai donc de l'applaudir encore une fois. Kim, soyons un peu plus sérieux. L'innovation, c'est important pour nous, hein, pour BFM Business. C'est très important, effectivement, pour BFM Business. C'est un sujet majeur parce que les entreprises en ont besoin. Elles en ont besoin pour développer leurs activités, ça on le dit souvent. Elles en ont besoin aussi pour maintenir leur niveau de performance parce que dans les environnements qui sont les leurs aujourd'hui, qui changent beaucoup, notamment sous l'effet de la technologie, elles ont besoin de s'adapter rapidement et donc d'innover. Donc, l'innovation, on en parle quotidiennement sur BFM Business parce qu'on a besoin justement d'informer les décideurs, les acteurs économiques pour les aider, pour les inspirer, pour leur apporter des idées et pour les aider à prendre des décisions. On le fait quotidiennement avec des rendez-vous comme Tech & Co, tous les soirs à 20h, sauf ce soir puisque nous sommes en direct. Donc ça démarrera à 20h45 avec Sébastien Coinon. Et on le fait aussi dans d'autres domaines parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup d'innovation pour parler de tech, de digital, de data, d'intelligence artificielle, mais il y a aussi beaucoup d'innovation dans le retail, dans la santé, dans le commerce. Et ça aussi, c'est des sujets qu'on met en lumière sur BFM Business. Alors l'innovation, et plus particulièrement pour les ETI, ça veut dire quoi ? Alors c'est vrai que pour les ETI, et Hervé le rappelait, l'innovation, quelque chose de particulier. Pourquoi ? Parce que les ETI, ce sont souvent des entreprises qui sont un peu plus agiles, un peu plus autonomes que les grands groupes, donc ça leur donne une capacité aussi à innover. Et je crois qu'il y a 2 choses qui sont intéressantes, qu'on peut souligner. La première, c'est que les ETI contribuent beaucoup à l'innovation en France. On a vu cette année 2 ETI apparaître dans le classement, donc le top 50 des entreprises qui déposent le plus de brevets à l'INPI, donc ça c'est un fait qui est important. Et la deuxième chose, c'est que les ETI, elles innovent dans tous les domaines. Je le disais tout à l'heure, on parle beaucoup de tech pour parler d'innovation, mais il y a beaucoup d'autres domaines, parfois des domaines qu'on ne soupçonne pas, dans lesquels il y a de l'innovation, et les ETI sont très fortes là-dedans. Alexandre Montet, premier suspense qu'on va lever, ça a été difficile de départager les 2 candidats. Je ne connais pas une ETI qui n'innove pas, donc ça a été extrêmement difficile à départager. 2 entreprises, la première, une très belle ETI qui est une entreprise de taille intermédiaire qui se bat dans la cour des grands, c'est Prodware, créée en 1989, au cœur de la transformation digitale, 19 000 clients dans le monde. Puis la seconde, ETI, IFCO. Voilà qu'on peut innover dans tous les domaines, y compris dans la cagette réutilisable. Même les Allemands nous l'envient. Voilà les 2 lauréats, David. Kim, je vous laisse ouvrir l'enveloppe. Roulement de tambour. Dévoilez-nous le nom du lauréat. Alors le prix de l'innovation est attribué à l'entreprise IFCO. IFCO, expert de la sécurité alimentaire, numéro 1 mondial de la caisse plastique réutilisable. On découvre le parcours de l'entreprise et on se retrouve juste après. IFCO
IFCO est inconnu du grand public et pourtant ses caisses noires et vertes sont omniprésentes dans les rayons de fruits et légumes. L'entreprise est aujourd'hui leader sur son marché. David Paillasson est le directeur commercial d'IFCO France. Le cycle d'IFCO, c'est assez simple. Nous louons un parc de matériel à des producteurs de fruits et légumes. Ces producteurs les expédient pleins vers les centrales de distribution françaises et européennes. Ils sont ensuite vidés dans les linéaires des magasins, puis repliés et rendus à IFCO qui se charge de les laver et de les remettre en circulation. IFCO compte 89 centres dans le monde, dont un à Lys en banlieue parisienne. Des centres qui réceptionnent, réparent et nettoient près de 860 000 bacs chaque jour. Depuis sa création en 1992, IFCO n'a jamais cessé d'innover. L'entreprise a déposé au total plus de 1100 brevets. Les innovations sont nombreuses, elles nous permettent d'améliorer sans cesse nos produits avec des hauteurs de bacs de plus en plus réduites, des empreintes environnementales qui le sont aussi forcément, des poignées qui sont plus aisées, moins blessantes, plus confortables, de la traçabilité avec des codes à barre 2D qui permettent de suivre nos bacs au quotidien. Autant de nouveautés qui ont été récompensées, notamment en Allemagne, où IFCO a été élu leader de l'innovation par l'Institut FATSET. Et je vais demander à Pierre-Olivier Blanchard, directeur général de IFCO, de nous rejoindre sur scène pour recevoir ce grand prix de l'innovation. Bonjour Pierre-Olivier, merci, je vous en prie. Venez nous raconter un petit peu l'histoire d'IFCO. Pratiquement 1200 brevets déposés avec, au travers de votre activité, des trésors d'inventivité, d'invention. L'innovation, chez vous, elle est partout, tout le temps. J'ai envie de vous dire, l'innovation, on est tombé dedans quand on était petit. Rendez-vous compte, David, il y a plus de 25 ans en arrière, 1992, IFCO invente un bac capable de remplacer des emballages jetables, probablement produits hier et destinés à la poubelle demain, par des emballages réutilisables, entre 30 et 100 utilisations au cours de leur vie, réparables et 100% recyclables. Alors donc, innovation, réussite commerciale, c'est indissociable. Ou non, ça se concrétise comment? Le modèle d'IFCO, c'est quoi? Le modèle d'IFCO, c'est le principe de l'innovation. Donc l'innovation, pour nous, ça fait partie de notre ADN, c'est une philosophie. Ça consiste en une remise en question permanente. L'idée, c'est de se mettre au centre des préoccupations du consommateur final aujourd'hui, qui sont, pour les principales, la compétitivité économique, on parle beaucoup de pouvoir d'achat aujourd'hui, le RSE, la responsabilité sociale et environnementale, et la transparence. Le client final veut savoir ce qu'il achète, comment ça a été produit, idéalement. Et l'idée, c'est de se mettre autour d'une table avec l'ensemble de nos prestataires, nos partenaires, et de réfléchir à la meilleure manière de répondre aux attentes du client final aujourd'hui, et éventuellement d'anticiper celles de demain. Je vais donner la parole à Kimina Charby. Je sais que vous avez été très impressionné par le parcours d'IFCO. Oui, je le confirme. Effectivement, je vous félicite déjà pour votre créativité, votre énergie. On a été très impressionnés effectivement par votre entreprise au moment de la sélection et on en a beaucoup parlé avec mes camarades parce qu'effectivement vous êtes un exemple et vous démontrez que l'innovation elle peut jaillir de partout, y compris de domaines qui sont a priori dans l'esprit des gens un peu moins innovants parce que beaucoup plus proches au quotidien. Donc bravo, vous êtes vraiment une source d'inspiration et je souhaite encore à IFCO beaucoup de succès. Quels sont les prochains axes de développement pour 2020? Allez, parlons à court terme. Alors des axes de développement, il y en a plusieurs. Tout d'abord, l'idée c'est de dupliquer ce qu'on a bien su faire dans le métier des fruits et légumes, qui est notre métier historique, dans d'autres familles de produits. On est déjà présent dans le métier de la boucherie aujourd'hui, et on sera amené à se développer dans d'autres métiers tels que la boulangerie industrielle, les produits de la mer frais, d'autres produits frais, alimentaires, mais aussi dans d'autres produits non alimentaires. Et la deuxième manière de se développer, c'est de continuer dans cette innovation en travaillant sur la technologie qui est liée à la gestion de nos caisses. Vous avez vu au cours de la présentation que nos bacs, notre nouvelle génération de bacs est équipée d'un code barre 2D. Ce code barre 2D permet d'identifier de manière unique chacun des bacs à l'ensemble des stades de la chaîne d'approvisionnement aujourd'hui. L'idée demain, c'est aussi de travailler sur la gestion du contenu. Et si on se projette dans l'avenir, on peut imaginer par exemple que le consommateur final peut flasher cette étiquette 2D dans un point de vente en grande distribution, d'identifier le contenu, les caractéristiques techniques du produit qu'il contient, d'avoir un certain nombre d'informations sur la chaîne d'approvisionnement qu'il a amené jusqu'à ce point de vente, savoir à quelle température il a été transporté,
le nombre de chocs qu'il a connus, rencontrés, et même identifier le producteur, si on parle de fruits et légumes par exemple, le producteur, la parcelle sur laquelle il a été produite, les produits de traitement du début à la fin, du champ à l'assiette. Merci Pierre-Olivier Blanchard. Alors, ce prix, vous allez le recevoir de façon très concrète. Et celui-là, vous allez le garder longtemps. il arrive, ce prix que va vous remettre Kim Younes Charbit. Le voici. IFCO, lauréat du Grand Prix BFM Business des ETI, catégorie Innovation. Merci beaucoup. Je vous laisse rejoindre les coulisses. Merci infiniment. On va maintenant faire une petite pause sous forme de bilan macroéconomique. Dans quel environnement nos ETI doivent-elles évoluer? Quels sont les défis qu'il va falloir relever dans les mois qui viennent? Emmanuel Le Chypre, vous le connaissez, c'est une des grandes voix, une des grandes figures de BFM Business. Il va nous rejoindre ici pour faire ce petit bilan économique. On l'appelle. Emmanuel Le Chypre. Bonsoir. Emmanuel Le Chypre, éditorialiste. Bonsoir à tous. BFM Business. Bonsoir Emmanuel. Oui, monsieur. Si je vous dis économie, ça vous inspire quoi d'emblée? Vous dites il n'y a pas de fatalité. Oui, parce que ce que je trouve quand même assez extraordinaire là, c'est que depuis le début, on ne parle quasiment que des territoires. Voilà. Et moi, ce qui me sidère, c'est que cette image de la France qui a été renvoyée par ce mouvement des Gilets jaunes, c'est-à-dire cette France des métropoles très à l'aise dans la mondialisation, cernée de banlieues délabrées, de villes moyennes agonisantes et de campagnes désertées, c'est absolument pas la France d'aujourd'hui. C'est absolument pas la France d'aujourd'hui. Vous avez des tas de villes moyennes aujourd'hui qui font des performances relatives en termes de croissance et d'emploi bien meilleures que des très grandes villes. Et si vous prenez par exemple, il y a un baromètre qui est fait par Arthur Lloyd sur les créations d'emplois, vous apercevez quoi? Vous apercevez que par exemple, au cours des 3 dernières années, les villes moyennes ont créé plus d'emplois que les grandes agglomérations. Et que sur 10 ans, là où on crée le plus de jobs, eh bien c'est dans les banlieues. C'est dans les banlieues des grandes villes. Donc il n'y a pas, effectivement, c'est ça l'idée, moi je trouve très intéressante, il n'y a pas de fatalité au déclin économique des territoires. Et je crois que ça... Attendez Emmanuel, parce que je vois Alexandre Montet faire de grands signes de tête, il opine du chef. Non, mais je suis absolument d'accord avec Monsieur Le Chypre. Le seul sujet, c'est qu'on a 5800 ETI en France. On voit le dynamisme, on voit ce qu'elle porte en cohésion sociale, en impact économique dans les villes moyennes et dans les territoires ruraux. On voit aussi qu'on en a 5800 en France. En Allemagne, il y en a 12 000. Et un des éléments de déséquilibre territorial qu'on connaît, qui a été manifesté par les Gilets jaunes, un des éléments d'effacement de certains territoires est aussi lié à la faiblesse de notre tissu d'ETI et au maillage territorial. Oui, mais ce qui est vraiment intéressant, c'est que il n'y a pas de fatalité comme il y a pu y en avoir à certaines époques, liées à la géographie, liées au climat, liées aux ressources naturelles. Aujourd'hui, on peut produire à peu près n'importe quoi, n'importe où. Et je sais pas, moi, par exemple, OVH à Roubaix, c'est quand même improbable. Si vous prenez FM Logistique, enfin 24 000 personnes, tout le monde voit les camions FM. C'est à Falsbourg, j'arrive même pas à le dire, je connais pas bien le... Voilà, et si vous prenez Montmirail, par exemple, dans la Marne, qu'est-ce qui prédisposait, il n'y a pas de loi économique qui prédisposait Montmirail à devenir un pôle mondial du câblage de très haute technicité. Et je parle même pas de la Vendée, qui est un cas maintenant connu de tous. Donc ça, je trouve que aujourd'hui, on voit, et ça c'est frappant, on voit des territoires qui ont des caractéristiques communes et qui connaissent des fortunes extrêmement diverses. Hein, si vous prenez prenez par exemple des villes moyennes, vous arrivez à trouver des performances incroyables. Je vous cite des chiffres moi qui me fascinent, c'est les chiffres que donne l'UDP. Donc l'UDP, c'est les petits commerçants, les artisans, les professions libérales, etc. Vous voyez que sur les 10 dernières années, prenez des villes comme Tarascon, Montargis, vous êtes à moins 15, à moins 30% de ce genre d'activité. Prenez des villes, par exemple comme Bourgoin-Jallieu, Ajaccio. Ajaccio, franchement, vous êtes à plus 15, à plus 20% de ce genre. Et tout ça pour dire que ce qui compte, et on le voit bien, c'est la capacité à créer un maillage entre les acteurs privés
et publique et à allier aussi des relations entre tous les acteurs. Et c'est ça qui fait la différence aujourd'hui. Hervé Novelli. Je partage totalement l'avis d'Emmanuel à un point près. C'est qu'il faut aussi une égalité territoriale sur les grandes infrastructures, et notamment, essentiellement, le numérique. Et c'est là que, ensuite, les talents s'expriment dans un endroit et peut-être moins dans un autre. Mais il faut une égalité des chances et la dotation du numérique doit être également répartie et, j'allais dire, prioritairement répartie dans les territoires, parce que c'est une manière de remettre de l'égalité des chances, là où parfois l'éloignement, le délabrement, le désengagement créent cette inégalité. Donc ensuite, le talent entrepreneurial fait le reste, mais que tout le monde soit sur la même ligne de départ, ce qui n'est pas le cas dans notre pays aujourd'hui. C'est ça le problème, Emmanuel, les déséquilibres? Oui, c'est effectivement en partie le cas, mais je crois qu'il y a deux tendances lourdes qui vont compenser un peu tout ça. Moi, je suis frappé de voir à quel point la proximité redevient une valeur d'avenir. C'est vrai. Elle redevient une valeur d'avenir d'abord parce que on n'en est plus au stade, les grandes vagues de délocalisation, tout ça c'est terminé. Alors, les gens vous parlent de démondialisation. Non, c'est ridicule de parler de démondialisation. La mondialisation, c'est bien plus que des super bateaux pleins de containers qui transportent des marchandises. C'est la finance, c'est la culture, etc. Mais il y a une désinternationalisation des processus de production. Quand vous avez des écarts de coûts salariaux qui ont été divisés par 10 ou 20 entre la Chine et l'Europe, quand vous avez des tas de boîtes, même des grosses PME qui se sont délocalisées au début des années 2000, parce que tout le monde pensait que c'était formidable d'aller produire dans des pays bon marché et qu'on se rend compte qu'aujourd'hui ça a des coûts logistiques considérables. Quand vous vous rendez compte, on l'a vu avec Fukushima, quand vous vous rendez compte que d'une usine au Japon dépendent toutes les fabriques d'automobiles du monde entier, etc., il y a une vraie nécessité de produire près des lieux de distribution. Et ça c'est majeur, et ça c'est lié aussi à la nouvelle économie de la solution. C'est-à-dire que quand vous devez produire en petite quantité, de façon personnalisée pour répondre à des nouveaux besoins, eh ben, vous êtes aussi dans la proximité. Et je termine mais vraiment alors cette fois-ci. Je termine avec non parce que il faut bien comprendre qu'on est dans une période très particulière. On n'est plus dans une période de perfectionnement. On est dans une période de rupture. Est-ce que vous savez M'accusez pas. Est-ce que vous savez non, j'adore. J'avais rencontré Jack Welch quand j'étais à l'expansion et il avait une phrase géniale. Il disait "Market is bigger than our dreams." Le marché est plus grand que nos rêves. Et c'est vrai. Et prenez par exemple pour vous dire qu'on est dans une période où on ne sait pas ce qui va se passer. Le foisonnement qui va résulter des technologies, on ne sait pas ce qui va se passer. Thomas Watson. Vous savez qui c'est Thomas Watson? Thomas Watson, c'est le fondateur d'IBM. En 1943, est-ce que vous savez combien d'ordinateurs il espérait vendre? Le marché mondial de l'ordinateur, il estimait ça à combien d'ordinateurs? Allez-y. 5. D'accord. Voilà. Donc même quand vous êtes un grand visionnaire, vous pouvez vous planter complètement. Merci Emmanuel. Vous voulez bien rester avec nous? Ah ben volontiers. Vous allez remettre un prix. Oh là. Eh oui, vous allez remettre un prix parce que vous avez une enveloppe à la main. Non, j'ai pas d'enveloppe dans la main. J'attends. Alors, l'enveloppe va arriver. On a dit qu'on allait me l'amener. Parce que on va passer à la catégorie suivante. La voici, l'enveloppe. Nous allons voir vert avec cette catégorie. Ah oui, c'est tout moi. Ça. La prise de conscience environnementale, c'est devenu un élément incontournable dans la stratégie industrielle, commerciale des entreprises de taille intermédiaire. Et c'est bien ce que nous allons récompenser, Alexandre Montet. Absolument. Et c'est l'enjeu majeur des prochaines années, de la même manière qu'on pensait vendre très peu d'ordinateurs. Formidable moteur de croissance. Les opportunités vertes, c'est aujourd'hui quelque chose de fondamental et de phénoménal. Et les ETI ont bien des atouts pour pouvoir mener à bien cette transition ou transformation vertes, elles l'ont parce qu'elles sont attentives à leur environnement. Elles ont une vision de long terme, et quand vous avez une vision de long terme, vous avez la capacité de vous projeter et la capacité de prendre en compte l'ensemble de vos parties prenantes, qui est un élément essentiel. D'où l'importance du développement durable quand on pense économie également, Emmanuel. Ah bah évidemment, c'est-à-dire que c'est un fabuleux moteur de croissance. C'est-à-dire que les gens qui vous font croire que la solution, c'est moins de croissance, c'est totalement absurde. Parce que la croissance, c'est la création de valeur. Alors oui, demain, la valeur, elle viendra moins de la production et de l'accumulation de marchandises. Elle viendra moins de l'avoir plus, mais elle viendra davantage de l'être mieux.
Et c'est ça qui fait qu'il y aura de la valeur demain. Tout ce qu'on dit sur l'environnement, etc. Tout ça, c'est du mieux-être. Et c'est pas de la production, mais c'est du mieux-être. Donc c'est de la croissance, donc c'est de la valeur. Donc la décroissance, c'est du bullshit. C'est absurde. ça ne veut rien dire. Hervé Novelli, pour cette catégorie. Oui, je suis d'accord avec toi. Je ne veux surtout pas te contredire. Tu as parfaitement raison, parce que sinon tu vas continuer à parler. Présentez-nous les deux candidats, Hervé. Deux belles entreprises. Une entreprise extraordinairement connue qui s'appelle Malango. Vous savez, le café à la fois bio et équitable. Et ça a été un mix réussi et bon. Mais ça allait de soi. Et puis, Léa Nature, qui est une superbe entreprise qui est le numéro 1, on ne le sait pas parce qu'il y a beaucoup de marques, qui est le numéro 1 des produits bio en France, donc 80% dans l'alimentation, mais aussi dans la santé, dans la cosmétique. Et c'est deux belles réussites françaises dont on est fier et qui ont fait l'objet de débats assez âpres au sein du jury. Je dirais même très âpres. C'est l'heure, Emmanuel. Je sais que vous êtes impatient. On va lancer le roulement de tambour. Allez-y. Qui est le lauréat du prix Green Business? Et donc, le prix ETI Green Business est attribué à Léa Nature. Léa Nature, biodiversité. On va découvrir le portrait de cette entreprise avant d'accueillir les deux dirigeants. Quel est le point commun entre les infusions Jardin Bio, le quinoa Priméal ou les cosmétiques Haute-Jonzac? Ils appartiennent au groupe Léa Compagnie Biodiversité, le spécialiste des produits biologiques et naturels. Une vingtaine de marques présentes dans l'alimentation, la cosmétique ou l'hygiène. Raphaël Alouche est le directeur général délégué du groupe. Nous sommes arrivés dans le bio quand la consommation en France était à peine de 1%. Nous avons monté et proposé des produits qui ont trouvé des clients. Et aujourd'hui, la consommation en France est à plus de 6%. Donc nous sommes vraiment le leader français reconnu et numéro 1. 1600 salariés, 403 millions d'euros de chiffre d'affaires et une croissance de 10% l'an dernier. Alors ce qui porte cette formidable croissance de chiffres depuis plusieurs années, c'est que nous sommes très près de la production, très près de la matière première. Nous avons nos outils de production. Nous produisons majoritairement français et nous sommes présents dans tous les réseaux de distribution. Léa Compagnie Biodiversité a lancé il y a 2 ans un plan d'investissement de 100 millions d'euros. Le groupe vient d'inaugurer près de La Rochelle la plus grande usine bio de France qui va lui permettre de doubler sa production. Prochain objectif, hisser la part de l'international de 11 à 25% à l'horizon 2025. Et j'appelle Charles Kloboukov et Didier Ferréol, les deux têtes pensantes de Léa Nature Biodiversité. Bonsoir messieurs. Bonsoir et bravo, félicitations. On le disait, hein, les débats ont été très animés pour désigner le lauréat. Bravo, félicitations. Premier sentiment? On félicite notre ami aussi Malango, parce qu'on le connaît tous les deux, c'est un ami et c'est une très belle entreprise. Ainsi que le collectif de toutes les PME bio françaises qui ont permis au marché d'émerger et aujourd'hui de constituer effectivement une valeur sécuritaire pour ceux qui veulent s'alimenter sainement et donc qui entraînent aujourd'hui tous les grands groupes dans le mouvement. Alors, on l'a entendu hein, dans la petite présentation de l'entreprise, votre ambition c'est d'augmenter votre part à l'international d'ici à 2025. Est-ce que vous êtes bien parti ? Alors pour ce faire, effectivement, on a plusieurs atouts. D'abord, on veut faire de l'export de proximité. On veut pas exporter à l'autre bout du monde des produits qui pourraient y être fabriqués. Donc c'est effectivement un peu particulier comme démarche, mais on est très attentif à notre bilan carbone et donc on se doit d'être respectueux de cette règle-là. L'export de proximité, c'est un concept génial quand même. Oui, bah écoutez, vous parlez de proximité tout à l'heure. Donc effectivement, on veut se développer prioritairement sur les pays européens. Et on accompagne des entreprises, puisqu'on vient d'acquérir et d'accompagner une entreprise en Belgique et une en Espagne où je serai demain. Voilà, on est proche de nos collaborateurs et de nos équipes. Et ils sont des acteurs historiques dans ces deux pays-là. Ils sont des familles aussi. On tient à perpétrer la tradition familiale et c'est l'histoire de notre groupe aussi. Et de notre couple tous les deux. Mais si je peux me permettre
Voilà, c'est notre la combinaison des deux entreprises qui a fait aujourd'hui l'exemple, ce que disait Charles tout à l'heure. La nature biodiversité, c'est des produits d'entretien, du cosmétique, de l'alimentation. Est-ce que cette fragmentation, cette multiplication des références, c'est pas aussi un frein qui vous empêche d'avoir un peu plus de visibilité? Alors, effectivement, on a un chiffre d'affaires qui est assez atomisé, mais on pourrait dire aussi assez réparti, donc finalement assez sécurisé entre les métiers et les circuits. Maintenant, effectivement, l'idée d'origine de l'entreprise, quand je l'ai créée, c'était vraiment des produits naturels bio. Produits naturels et bio bénéfiques pour la santé et respectueux de la nature. Donc c'est une démarche holistique qui nous a amené effectivement d'abord des plantes médicinales vers les plantes condimentaires, vers l'alimentation, l'aromathérapie, les produits de la maison. Et donc finalement tout est en interaction. Et aujourd'hui, si on veut vivre sainement, c'est non seulement faire attention à ce que l'on mange, ce que l'on boit, mais aussi l'air que l'on respire à la maison, les produits avec lesquels on se lave ou ceux qui restent sur notre peau. Didier Périol. Oui, allez-y. Oui, c'est pour toute la famille. Oui. C'est pour toute la famille, mais est-ce qu'au bout d'un moment, vous n'avez pas touché à tout déjà? Oui, mais on est fortement implanté dans l'alimentaire. Enfin, pour ma part, dans l'entreprise qui a rejoint le groupe qui a été créé par Charles, c'est la base alimentaire essentielle pour nourrir le deuxième cerveau, qui nous paraît très important et qui, dans l'accompagnement, la création, découverte d'une petite graine de quinoa et puis d'autres produits sur le plan local, parce qu'on travaille beaucoup avec le monde agricole. C'est très important pour nous, transformateurs de produits bio, d'avoir une relation très forte avec des filières, du riz de Camargue, du petit épaule d'eau de Provence, châtaigne de l'Ardèche et des plantes aussi, parce que dans le Diois, on travaille beaucoup avec les plantes. On essaie de travailler au plus proche des agriculteurs pour développer des filières. Merci beaucoup, messieurs. Encore une fois, bravo. Ce prix. Peut-être juste un petit mot pour nos collaborateurs, les 1600 collaborateurs qui nous accompagnent depuis l'origine et qui ont une très grande implication et très grande fidélité à l'entreprise. C'est une des clés des succès, je crois, aussi des ETI, que de savoir fidéliser leurs collaborateurs. Également une petite place pour l'âme bienveillante que cultivent un certain nombre de femmes dans l'entreprise vis-à-vis des enjeux sociétaux, vis-à-vis de la contribution environnementale à travers le 1% planète, dont je fais la promo, également pour que l'entreprise ait un rôle, une contribution un petit peu différente de ce qu'elle a eu avec un capitalisme qui était très ultra-libéral et qu'aujourd'hui nous souhaitons un peu plus responsable. Et nous essayons humblement de nous engager dans cette voie pour incarner un nouveau modèle d'entreprise dans les années futures et répondre aux attentes des jeunes, des générations X, Y qui sont en quête de sens. Le fameux mieux-être dont parlait Emmanuel Le Chypre. Deux épouses aussi, il ne faut pas oublier, parce que Catherine a beaucoup compté aussi et Marc. Je dis donc le fameux mieux-être dont parlait Emmanuel Le Chypre, qui va vous remettre en main propre le prix que vous venez de remporter et qui récompense une stratégie Green Business remarquable. Bravo messieurs. Moi j'ai qu'un petit regret, c'est que entre Léa et Guyadère, on n'est pas le droit à une petite dégustation. On verra ça plus tard. Je vous prie de rejoindre les coulisses. Merci beaucoup. Merci infiniment. Et nous allons arriver à la dernière catégorie de cette cérémonie de remise de prix. Ça va être l'occasion d'être très chauvin. Cette catégorie s'appelle Excellence Made in France. Hervé Novelli, c'est l'occasion de rappeler que le savoir-faire des entreprises tricolores, eh bien oui, il est très recherché à l'étranger. Oui, et dans le nom, il y a une sorte de synthèse de notre soirée, Made in France. L'ancrage territorial, l'ancrage local dont parlait Emmanuel Le Chypre d'un côté, mais pour des savoir-faire, une excellence. Je pense par exemple aux arts de la table, je pense à tout ce qui fait la spécificité de notre pays, des métiers d'art, bref, tout ce qui aujourd'hui représente, y compris la technologie au-delà du savoir-faire et de l'excellence. Donc c'est vraiment un très beau prix que nous remettons maintenant. Et pour remettre ce très beau prix, nous accueillons Agnès Pannier-Runacher, la secrétaire d'État auprès du ministre de l'Économie, va nous rejoindre. Bonjour Madame la Ministre, merci d'être avec nous. Les ETI, une catégorie d'entreprises qui se sont souvent délaissées par les pouvoirs publics. Est-ce que vous comprenez les interrogations des dirigeants aujourd'hui ?
Alors, les entreprises de taille intermédiaire, c'est effectivement souvent le parent pauvre des politiques économiques parce que les grandes entreprises, elles savent toujours trouver l'oreille du ministre et les PME, par construction, elles ont une définition au niveau de l'Union européenne et peuvent bénéficier d'un certain nombre d'accompagnements. Là où, lorsqu'on est une entreprise de taille intermédiaire, on n'a pas ces mêmes facilités. Mais on est bien conscient au niveau du gouvernement de, je dirais, leur importance, d'abord en termes d'emploi, en termes de recherche et de développement, en termes même de chiffres de développement à l'international, parce que ce sont des entreprises qui savent, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, conjuguer l'implantation locale et la capacité à innover et à se projeter à l'international. Et c'est pour cela que nous avons lancé un certain nombre de chantiers, à la fois pour accompagner leur croissance, c'est la loi Pacte, pour enlever tous ces petites cailloux dans la chaussure qui bloquent le développement et pour simplifier nos propres procédures administratives. C'est également le travail que nous faisons pour accompagner leur numérisation. Je pense notamment à toutes les entreprises industrielles. Aujourd'hui, nous leur avons ouvert certains dispositifs, ce qui n'était pas le cas auparavant, de diagnostic numérique, les accélérateurs BPE, qui est une sorte de exécutive MBA, mais spécifique pour ces entreprises et pour leur permettre justement d'investir dans ce qui est très important, leur équipe dirigeante. Souvent, on n'investit pas assez dans soi-même lorsqu'on est dirigeant d'entreprise. On pense à ses machines, on pense à ses salariés. On oublie qu'on a besoin de lever la tête du guidon, d'aller aussi penser sa stratégie, de prendre du recul par rapport à l'entreprise. Et puis, c'est l'innovation, le crédit d'impôt recherche, etc., où nous avons été très stricts pour maintenir ces facilités. Un petit mot d'actualité, parce que parmi les préoccupations justement des dirigeants des ETI, il y a les fameux impôts de production. Oui. Où en est la réflexion de Bercy à ce propos ? Alors, c'est une réflexion que nous avons prise dans le cadre du Pacte productif 2025. C'est une demande du président de la République de construire au fond où on veut être en termes industriels, agricoles, services d'ici 2025 voire 2030, et pour être toujours parmi les premiers dans la compétition mondiale. Et pour ce faire, il y a la question de la compétitivité coût et donc des impôts de production. Avec Bruno Le Maire, nous allons faire des propositions dans le cadre de ces travaux pour regarder comment on baisse ces impôts de production pour retrouver une compétitivité qui soit proche de la moyenne européenne. Alors, ça va prendre du temps parce qu'il faut un petit peu d'espace budgétaire, et on sait que rien ne se perd, rien ne se crée dans un budget. Lorsque on diminue les impôts d'un côté, le risque c'est de les voir augmenter de l'autre. Il faut aussi avoir une trajectoire qui soit raisonnable, mais en tout état de cause, on est convaincu que c'est un levier très important de compétitivité. Sur la C3S, ça appartient à l'État d'agir. Sur les autres sujets, il faut qu'on travaille main dans la main avec les collectivités locales, mais c'est clairement un sujet qui est sur la table aujourd'hui. Vous avez redonné le sourire à Alexandre Montet, qui va nous présenter les deux candidats en lice pour ce Grand Prix. Et effectivement, le jury a été très impressionné par deux profils très différents. Absolument. Une magnifique ETI, entreprise du patrimoine vivant, Bernardaud, 156 ans d'existence, l'incarnation, le substrat de l'art de vivre à la française, à Limoges. Et la seconde entreprise, Buffet Crampon, leader mondial de la clarinette. Il n'y a pas un clarinettiste d'un orchestre qui utilise autre chose qu'une clarinette. Buffet Crampon, et Woody Allen est absolument dingue de la sienne. Bon. Vous avez réussi à citer Woody Allen quand même. Bravo Alexandre. Madame la ministre, il est l'heure d'ouvrir cette enveloppe et de nous dire qui a remporté ce Grand Prix de l'excellence Made in France. Dans la fin du générique, on est d'accord ? Vous faites durer le suspense. Le prix Excellence Made in France est attribué à Bernardaud. Bravo. On va retrouver le dirigeant de Bernardaud juste après le récit de l'histoire de ce groupe d'excellence. C'est l'une des toutes dernières entreprises familiales de porcelaine au monde, la manufacture Bernardaud. L'entreprise a vu le jour en 1863 à Limoges et près de 160 ans plus tard, elle produit 2 millions de pièces par an, art de la table, décoration, bijoux, dans ses ateliers du Limousin et emploie 400 salariés en France.
Aujourd'hui, la 5e génération est à la tête du groupe qui réalise environ 60 millions d'euros de chiffre d'affaires. Les clés de son succès et de sa longévité, qualité et innovation, selon le président du directoire, Michel Bernardaud. La céramique est l'une des plus vieilles activités artisanales de l'homme et il a toujours été important pour nous de la réinventer en permanence, de recréer, de savoir nous remettre en cause pour pouvoir présenter à chaque fois un nouveau visage et conquérir des nouveaux territoires. Bernardaud investit sans cesse pour moderniser son outil de production et exporter près des 3/4 de sa production. Depuis sa création, la manufacture fournit les États-Unis, son principal marché, devant l'Europe et le Japon. Le TI familial se tourne désormais aussi vers la Chine et l'Amérique latine. Et j'appelle Charles Bernardaud pour recevoir ce prix de l'excellence Made in France. Bonsoir. Bonsoir. Charles Bernardaud, le fils de Michel Bernardaud, qui n'a pas pu faire le déplacement à cause d'un déplacement qu'il ne pouvait pas reporter. Merci en tout cas de représenter cette entreprise. Ce prix, il représente quoi pour vous ? C'est d'abord une reconnaissance pour le savoir-faire qu'on essaie de valoriser dans notre société maintenant depuis 150 ans. Donc c'est une fierté, bien sûr. Voilà. Bernardaud, les porcelaines, c'est aussi l'innovation des applications militaires dont vous êtes en charge au sein de Bernardaud. Vous pouvez nous en dire un petit peu plus parce qu'on a vraiment l'image d'une société vraiment concentrée sur la porcelaine. Voilà, alors c'est vrai que notre secteur d'activité principal, c'est les arts de la table. La porcelaine, c'est pour ça qu'on est connu. Depuis quelques années maintenant, on essaie de se diversifier dans un tas d'autres domaines. Là, on est plus attendu, c'est les façades d'immeubles, des flaconnages pour les cosmétiques ou les spiritueux. Mais plus récemment, on essaie de se diversifier dans les céramiques techniques, dont font partie les blindages balistiques. Alors un blindage balistique, c'est composé d'une céramique, de blindage et d'un backing. Nous, on fabrique un de ces éléments, la céramique. Et tout l'enjeu, donc, c'est de développer un produit qui est à performance donnée, beaucoup plus léger que le produit de la concurrence. Un mot peut-être pour parler de Bernardaud et cette entreprise qui porte haut les couleurs de la France. Vous l'avez vu sur la vidéo de présentation, on est à la fois dans une entreprise du patrimoine vivant, c'est-à-dire qui va chercher ses savoir-faire dans la maîtrise du geste, la finition, le sens du détail et des techniques qui ont été éprouvées par les années, et de l'autre vous avez une robotisation poussée, donc vous avez le meilleur de ces deux mondes, une entreprise ancrée sur son territoire et ancrée dans ses savoir-faire et qui se développe et se déploie vers l'international. Nous on est très attentifs, en particulier en ce moment, parce qu'on sait que les enjeux des tensions commerciales au plan mondial sont importantes pour Bernardaud, et donc il faut qu'on soit à l'écoute et capable d'accompagner cette entreprise. Mais en tout état de cause, c'est ce type d'entreprise-là qui sont une fierté pour la France, une fierté de notre industrie qu'on veut mettre en avant autant que possible aujourd'hui, parce que la France est un grand pays industriel aussi. Alors, je vais donner la parole à mes deux collègues du jury. Qu'est-ce qui vous a séduit, Alexandre Montet, dans le dossier Bernardaud ? Je dis dossier, c'est parce qu'on en a délibéré. La pérennité, la durée, la capacité à se réinventer, les partenariats noués pour donner de la visibilité, et effectivement les applicatifs militaires qui donnent aussi des voies de développement assez puissantes à l'entreprise. Hervé Novelli. Dans le cadre des partenariats dont vient de parler Alexandre, il y a un partenariat spectaculaire avec Jeff Koons, le grand artiste américain, et ça a été pour Bernardaud, je crois, une très belle trouvaille que Jeff Koons soit partenaire de cette entreprise pour designer un certain nombre de pièces de Bernardaud. Donc peut-être que ça facilitera l'entrée aux États-Unis pour un certain nombre de produits de Bernardaud. En tout cas, ça empêchera telle ou telle représaille mal fondée. Agnès Pannier-Runacher, est-ce que le gouvernement prévoit des dispositifs, imagine des moyens d'aider les entreprises justement à se projeter à l'international ? Oui, tout à fait. On a mis en place le Team France Export l'année dernière en rassemblant les forces de Business France et des chambres de commerce et d'industrie.
Ça fonctionne très très bien parce qu'il y a à la fois un support numérique partagé, mais également des équipes qui sont spécialisées dans l'accompagnement des PME et des entreprises de taille intermédiaire à l'international. On est en train de monter en niveau de jeu. On a compris qu'il fallait chasser en meute. On a compris qu'il fallait systématiquement être présent dans les salons au plan international, de le faire autant que possible sous des bannières communes. On a une bannière qui est la French Fab, qui est le petit coq bleu, mais on en a d'autres parfois par type de secteur d'activité. Et de manière générale, nous avons un travail qui est fait sur le Made in France. Alors le vrai Made in France, c'est-à-dire pas forcément la dernière transformation, mais celle où vous avez l'essentiel de la valeur ajoutée qui est créée en France. Et je veux dire ici qu'on va s'employer à mettre en valeur ces savoir-faire dans une exposition qui à l'Élysée. On ouvrira les portes au grand public pour montrer tout ce qu'on peut fabriquer en France, de la brosse à dents au, j'aimerais bien avoir des moteurs de camions, des protections en Kevlar, enfin justement pas en Kevlar mais en céramique pour en guise de gilet pare-balles, enfin ce genre de produits pour justement montrer que fabriquer en France, c'est pas tarte, c'est moderne, c'est technologique et encore une fois qu'on a une vraie capacité à gagner cette bataille de la reconquête industrielle. Merci d'en avoir parlé avec passion. On va remettre ce prix à Charles Bernardo. Il arrive, ce prix. Vous allez le recevoir physiquement des mains de Madame la Ministre. Bravo encore, félicitations. Je vous invite à rejoindre les coulisses. Merci Madame la Ministre. Et pour conclure cette soirée de gala, n'hésitons pas à le dire, je vais rappeler Christine Jacquelin, la directrice générale de la Banque Palatine. Elle nous rejoint tout de suite. Christine Jacquelin qui va conclure cette émission avec moi. Est-ce que cette cérémonie a été à l'image de ce que sont les ETI pour vous? Mais je crois que ça a été mieux. Ce que je retiens de cette édition, c'est la formidable diversité de nos ETI. Notre jury a primé des industries. On dit trop souvent que notre pays s'est désindustrialisé. Eh bien, les ETI que nous avons primés montrent le contraire. Et on a primé des activités extrêmement diverses qui montrent la richesse de leurs talents, de la porcelaine, de l'ameublement, du bac en plastique, de l'alimentation. Deuxième sujet, les ETI que nous avons primés sont des entreprises qui inscrivent leur développement dans la durée. Parce que pour construire une ETI, il faut du temps. La plus jeune que nous avons primée a un petit peu moins de 30 ans. La plus ancienne, 160 ans. Et j'allais dire que cette richesse, toutes ces industries et ce développement dans la durée, eh bien moi aujourd'hui, ça me rend extrêmement optimiste sur la capacité de notre pays à entreprendre. Justement, on va parler un petit peu perspective. Comment est-ce que vous voyez l'avenir pour les entreprises de taille intermédiaire? Ce qu'on voit depuis quelques années, comme le disait tout à l'heure Alexandre, on a un retard à rattraper par rapport à certains pays européens. Mais depuis qu'on parle d'ETI, avec notamment le METI, mais avec aussi les pouvoirs publics, eh bien, depuis quelques années, on repart en création d'ETI. C'est-à-dire que nous arrivons à susciter des vocations parmi nos PME pour les faire grandir. Et aujourd'hui, on a un petit peu moins de 6000 ETI, ce qui est quand même quelques centaines de plus qu'il y a une dizaine d'années. Et je crois qu'il y a un mouvement qui est enclenché. C'est-à-dire que notre pays a pris conscience qu'il fallait être à la fois une start-up nation, mais aussi, je pense, une ETI nation. Merci beaucoup Christine Jacquelin. Ainsi s'achève cette édition des Grands Prix BFM Business des ETI. Merci encore à Alexandre Montet, à Hervé Novelli, à toutes les équipes techniques. Merci à vous d'avoir fait l'effort de venir pour soutenir ces lauréats. Bravo à eux. Vous retrouvez dans un instant la suite de vos programmes sur BFM Business. Surtout, restez avec nous et vive les entreprises de taille intermédiaire.
Merci à vous.